Bien. Écoutez, merci beaucoup Alors, c'est avec une certaine humilité quand même que je vais essayer d'avancer ici quelques idées sur ce qui me paraît l'apport essentiel de Jacques Henriot à la compréhension non seulement du ludique, mais à travers lui de certaines transformations qui affectent les sociétés contemporaines qui sont les nôtres. J'essaye un petit peu de trouver de la place quand même. On va y arriver. Et donc, humilité parce que, évidemment, je n'ai pas été un lecteur exhaustif de Jacques Henriot. Et donc, je vais peut-être, à certains endroits, enfoncer des portes ouvertes, à d'autres, commettre un certain nombre d'approximations ou d'erreurs, mais après tout, la discussion en colloque, ça sert à ça, hein, de rattraper ce genre de choses et de favoriser les échanges. Alors, j'articulerai mon propos autour de trois parties. J'identifierai d'abord ce qui me semble essentiel ou central dans l'apport de Jacques Henriot. Puis j'examinerai ensuite en quoi le fait de relire Henriot permet de comprendre un certain nombre de transformations du social qui s'expriment actuellement sous l'appellation déjà connue de société ludique. Et dans une troisième partie, j'insisterai sur le rôle joué par les nouvelles technologies dans ces transformations, et donc en particulier sur la prépondérance des jeux vidéo. Ça va, il n'y a pas trop de problème avec le son. Donc voilà. Et donc en conclusion, je ferai brièvement retour sur la pensée et l'apport conceptuel de Jacques Henriot. Alors, voyons voir un peu. Donc, l'apport conceptuel d'abord de Jacques Henriot, il y a un premier point qui me semble central chez lui, c'est cette articulation entre trois niveaux d'études qu'il distingue. Donc celui d'une part des jeux, c'est-à-dire les dispositifs qui sont définis comme ce à quoi joue celui qui joue. Deuxièmement, celui du jouet, c'est-à-dire ce qui fait que celui qui joue, c'est ce que fait celui qui joue. Et troisièmement, celui du jouant, c'est-à-dire le sujet de cette action et l'attitude mentale qui donne son sens, aussi bien au dispositif de jeu, c'est-à-dire le jeu, et qu'à l'action de jouer. Alors, la plupart ce qui est intéressant dans cette articulation entre ces trois niveaux, c'est que la plupart des autres auteurs classiques qui ont travaillé sur le jeu, en particulier Caillois ou Winnicott, ne distinguent généralement que les deux premiers niveaux, celui du jeu et celui du jouet. On retrouve cette distinction chez Caillois, par exemple, entre le ludus et la paideia, hein, qui distingue ces deux niveaux, ou chez Winnicott, entre le game et le play. Donc l'intérêt de l'articulation d'un troisième niveau, qui est ce niveau du jouant, c'est d'identifier au fond le positionnement subjectif du joueur et donc de caractériser en quelque sorte l'attitude ludique. C'est-à-dire que l'attitude ludique, c'est pour Henriot une disposition humaine qui est liée à la disjonction qui s'opère dans l'humain entre le jeu et le moi, et qui l'oblige à exister au sens de Sartre, qu'il cite notamment au début de son ouvrage sur le jeu, c'est-à-dire à être en représentation, toujours à la fois agent de ce qu'il fait et observateur de lui-même en train de faire ce qu'il fait. Et donc c'est ce niveau du jouant qui me semble intéressant. Parce qu'il va permettre aussi de pointer un autre rapport de Jacques Henriot qui me semble important, c'est le rapport du jeu au sacré. Alors cette notation que fait Henriot du rapport au sacré et de ce qui se passe dans le jeu, on le trouve essentiellement dans l'ouvrage initial, donc le petit livre sur le jeu. Et ce que Henriot dit vers la fin de l'ouvrage, donc page 96, il fait donc une notation. Il dit que les pères fondateurs de l'anthropologie des jeux, notamment Huizinga ou Caillois, ont vu dans le jeu le creuset de la culture et donc des rites religieux. Or, ce que permet justement de montrer cette catégorie du jouant, donc la troisième catégorie qu'il identifie, c'est que le jeu ne peut pas être une forme de rapport au sacré. Pour que le jeu soit possible,
Il faut au contraire que ce qui est mis en jeu perde ce caractère sacré qu'il pourrait avoir. Alors, récemment, il y a eu une exposition au Grand Palais, donc de septembre à janvier dernier, qui fournit un petit peu un exemple qui a retenu mon attention. Donc il y avait dans cette exposition une vitrine qui présentait une panoplie de prêtres qui datait de 1917, produit par un fabricant français de l'époque, avec tous ces accessoires, donc l'autel, les calices, les encensoirs, le crucifix. Et les organisateurs de l'exposition précisaient dans le commentaire de ces objets que la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État en France avait relancé à l'époque la mode pour des jouets religieux, dans l'idée notamment de susciter des vocations et au minimum la piété. Alors, il est possible que le fabricant de cette panoplie ait effectivement pensé cette création dans cet esprit-là, mais on se rend compte finalement que de pouvoir jouer la messe, de jouer à dire la messe, implique déjà, même pour un enfant qui utilise cette panoplie, le fait de ne pas y croire tout à fait. C'est-à-dire que notamment de ne pas craindre le caractère éventuellement sacrilège du fait de jouer avec cette panoplie. Donc on peut se demander au fond si ce qui aurait pu être l'objectif de ce genre de jouet, à savoir favoriser les vocations, ne va pas au contraire dans le sens inverse du mouvement, au contraire de sécularisation ou de privatisation du sentiment religieux et donc du désengagement du croyant. Donc les définitions classiques du jeu opposent habituellement le jeu au sérieux. Et ce que Henriot dit, c'est que c'est finalement pas ça l'opposition importante, parce que les enfants, d'une certaine manière, jouent sérieusement au jeu. Hein. Pour eux, c'est une activité sérieuse. Il y a même des jeux dans lesquels il y a une intention sérieuse de gain en particulier. En fait, ce que Henriot souligne, c'est que le jeu s'oppose au sacré. Le joueur est pris par son activité, mais il ménage également une distance d'avec elle que l'officiant d'un acte sacré, qui lui adhère sans recul à son rôle, ne peut pas se permettre, parce que s'il se met à avoir ce recul, eh bien, il est sacrilège. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est que 20 ans plus tard, quand il publie Sous couleur de jouets, donc en 89, Jacques Henriot reprend et développe une bonne partie des réflexions qui ont été engagées 20 ans auparavant dans le petit ouvrage sur le jeu. Mais cette notation sur le sacré, il ne la développe pas. Et on peut se demander pourquoi, et je tenterai peut-être un petit peu plus loin une hypothèse sur ce fait que ça n'ait pas été trop développé. Alors, donc, la conceptualisation ternaire d'Henriot, et donc ce rapport antagonique qui s'en déduit entre jeu et sacré, éclaire à mon avis les phénomènes de généralisation des dispositifs, des pratiques et des attitudes de jeu, hein, donc ces trois niveaux, dans nos sociétés depuis quelques décennies. Alors, le terme de société ludique ne date pas d'hier, il a été introduit par Alain Cotta dans les années 80. C'est lui qui a été, semble-t-il, le premier à insister sur cette diffusion progressive de l'attitude ludique et des dispositifs de jeu dans tous les aspects de la vie sociale. Relire Jacques Henriot nous permet, je crois, de comprendre en quoi les transformations contemporaines de ce rapport au sacré, du rapport au sacré, sont liées à cette évolution. Alors, plusieurs facteurs permettent d'expliquer l'explosion du ludique, à commencer par l'évolution d'une économie post-industrielle qui est caractérisée par l'augmentation importante des loisirs, qu'ils soient choisis ou forcés. D'autre part, l'urbanisation, la mondialisation, les livres, les films ont également pour effet de réduire les espaces sauvages proches ou lointains qui sont disponibles dans notre monde à l'exploration physique de ces espaces, et donc de diminuer aussi les possibilités de découverte physique, et donc incite à les remplacer par des espaces virtuels tels que justement les espaces de jeu.
Alors, sans négliger ces facteurs qui sont importants et que je développe dans d'autres travaux que j'ai pu faire sur la question, je voudrais insister ici sur un troisième facteur qui me semble important par rapport à cette question du sacré, et qui est ce que Max Weber a appelé le désenchantement du monde, ou plus exactement le désenchantement des significations, des explications du monde. En effet, une caractéristique de la surmodernité, c'est qu'elle impose le règne de la raison, hein, la connaissance scientifique, mais également des modes d'approche gestionnaires et techniques des choses, conduisent à ce que nous vivons dans des sociétés où tout est explicable, et ce qui n'est pas encore expliqué le sera tôt ou tard, avec un effet que Max Weber a souligné, qui est qu'à partir du moment où le monde est entièrement explicable par des raisons qui ne relèvent pas d'une divinité ou d'une intention divine, ce monde perd son sens, perd de sa signification. L'individu finit par se représenter lui-même comme étant un pion à l'intérieur de la société, une pièce interchangeable de la mécanique sociale, et d'autant plus insignifiante que la société, justement, atteint des dimensions qui sont mondiales et prennent désormais les dimensions de l'humanité entière. Alors cette crise du sens, c'est en même temps une crise du sacré, parce que les explications scientifiques et gestionnaires se substituent aux grands récits qui permettaient à chacun, à partir des expériences personnelles qu'on pouvait avoir, de débordements passionnels, d'une expérience de confrontation à la mort, la sienne ou celle des autres, d'engager des quêtes personnelles pour essayer de trouver sa place dans le monde, dans un cadre explicatif aussi qui laissait une certaine place à l'énigme individuelle et l'énigme du monde. Donc aujourd'hui, on est dans des sociétés désenchantées, et nous cherchons évidemment à les réenchanter, c'est-à-dire pour retrouver une place qui ait du sens. Et il ne semble pas douteux que pour nombre de nos contemporains, les dispositifs et les pratiques ludiques sont ce qui permet ce réenchantement du monde. Alors cette dimension est manifeste dans un certain nombre de pratiques ludiques et de dispositifs de jeu qui ont des dimensions importantes, en particulier les chasses au trésor, les jeux de rôle d'aventure qui ont été explorés en particulier par Tremel, les jeux vidéo massivement multijoueurs sur lesquels plusieurs d'entre nous ici avons déjà travaillé. Et donc ce sont des espaces qui ont des dimensions très étendues, dans lesquels la partie dure plusieurs mois, voire des années, et qui invente du coup un monde qui est à nouveau énigmatisé par l'existence de secrets, de trésors à découvrir, l'impossibilité de parcourir ces espaces de façon exhaustive, et par la quête aussi qui est nécessaire pour parvenir à ces trésors et à ces secrets, et aussi par la possibilité de rencontres inattendues. Un des pères de la sociologie allemande, Georg Simmel, disait que la société existe comme une entité qui nous assure d'avoir la possibilité d'y trouver une place qui semble réservée uniquement pour nous-mêmes. Il n'y a de société qu'à cette condition-là, et cette place n'est pas forcément donnée d'emblée, c'est peut-être une place que nous n'occupons pas encore, mais que nous recherchons. Et elle est donc à découvrir, et la quête individuelle qui vise à élucider cette place est aujourd'hui évidemment plus facile à trouver, ou semble plus facile à mettre en scène dans les jeux que dans la réalité, ce qui a pour corollaire aussi que le jeu puisse avoir parfois davantage de consistance sociale que la réalité elle-même. Alors ça explique en même temps que le jeu cesse aussi d'être de nos jours une activité réservée aux seuls enfants avant qu'ils ne deviennent adultes, et qu'ils l'abandonneraient en passant à l'âge adulte, ou ne le pratiqueraient plus que dans des conditions sociales précises avant de revenir aux choses sérieuses. Aujourd'hui, le jeu, c'est quelque chose qui est pratiqué par toutes les générations et qui mêle toutes les générations dans la partie. Donc, une entreprise de réenchantement du monde, mais c'est aussi une entreprise qui est paradoxale, parce que ce réenchantement doit être interprété avec une certaine prudence.
Roger Caillois, dans les textes qu'il a consacrés au jeu, voyait dans l'extension des pratiques ludiques à notre époque une forme de résurgence du religieux dans les sociétés laïcisées, à l'instar de la fête, du carnaval. Donc les pratiques religieuses sont pour lui renouvelées par des manifestations comme les jeux collectifs qui réintroduisent du chaos dans l'ordre social. Si on relit Jacques Henriot, on a une lecture qui est un petit peu plus nuancée, parce qu'à l'opposé d'une telle lecture, on peut considérer que l'entrée dans le jeu exprime une tension plus subtile entre une recherche de l'illusion et le maintien de la conscience de cette illusion. Donc la société des joueurs n'a rien à voir avec une foule transportée par la transe collective. Le joueur est à la fois dans l'émotion et il est dans une forme de contrôle en partie de cette émotion, puisqu'il se donne la possibilité de choisir de la laisser émerger, et il se réserve aussi la possibilité d'en sortir. Donc le réenchantement du monde par le jeu est une entreprise paradoxale, parce que la magie que le ludique réintroduit par l'énigme, l'émotion, le déguisement, c'est un comme si. C'est-à-dire que l'attitude ludique maintient une distance qui exclut constamment un rapport au sacré que pourtant elle réintroduit, elle semble convoquer en permanence. Et donc, je reviendrai là-dessus sur la fin de mon intervention pour dire quelques mots de ce côté paradoxal. Alors, quelques mots sur, évidemment, une variété particulière qui se développe en même temps que les jeux prennent de l'importance dans la société ludique. Ce sont des jeux qui intègrent une dimension technologique importante, et en particulier les jeux vidéo. Parce que la ludicisation de la société s'accompagne en même temps de cette montée en puissance d'un type particulier de jeu. Les jeux vidéo sont devenus une figure emblématique de la société ludique. Donc ils sont aussi devenus un secteur industriel significatif qui draine tout un tas qui sert de locomotive à des innovations dans d'autres domaines, téléphonie, robotique, intelligence artificielle. Et donc, une première remarque qu'on peut faire, c'est que c'est assez remarquable que le réenchantement du monde, c'est-à-dire si le désenchantement du monde est le fait d'une suprématie culturelle de la raison, de la science et de la gestion, c'est assez remarquable que la technologie, qui est au fond l'expression la plus avancée de ce règne de la raison, soit utilisée comme moyen pour inventer de nouveaux jeux et de nouvelles pratiques ludiques. Alors c'est logique, évidemment, si on admet que l'extension des attitudes ludiques à l'ensemble du social fait que, évidemment, les technologies, elles aussi, vont être investies par le jeu, et que les technologies elles-mêmes vont réinvestir le jeu pour pouvoir les technologiser. Mais je pense aussi qu'il y a un élément qui est important, c'est que les technologies, les nouvelles techniques, et en particulier de communication, fournissent un certain nombre de modèles qui participent aux transformations du sacré, notamment aux transformations des figures du sacré. Alors si on s'intéresse, comme le propose Jacques Henriot, au rapport qu'entretient au sacré l'attitude ludique, il faut se demander ce qu'implique anthropologiquement, d'une part, la généralisation tendancielle de cette attitude désagrégatrice du sacré dans le social qu'est le jeu, et d'autre part, le rôle ambigu que jouent les nouvelles technologies. Alors là, je vais convoquer un autre auteur qui m'est un petit peu plus familier, qui est Régis Debray, et l'approche médiologique qu'il développe, qui consiste, en résumé rapidement, à dire que les formes des médiums technologiques impriment leur forme au social et vice-versa.
C'est-à-dire qu'il y a une société de l'imprimerie, il y a une société de la télévision, et nous vivons actuellement dans une société des jeux vidéo également. Et chacune de ces sociétés a aussi ses formes sacralisées en quelque sorte. Alors, l'attitude ludique indique, à mon avis, un rapport au sacré particulier. Et ce rapport au sacré, je dirais que c'est devenu un rapport au sacré qui est devenu interrogatif. Il ne s'agit pas d'une éviction pure et simple du sacré, c'est-à-dire on parle de laïcisation ou de perte du sacré. C'est plutôt qu'il y a une mise en cause des figures traditionnelles du sacré, ainsi que de ses médiateurs religieux et politiques, et que de nouvelles figures du sacré sont en train d'émerger, qui sont liées aux caractéristiques formelles des dispositifs techniques. Alors je donne rapidement quelques exemples. On va les retrouver en particulier beaucoup dans la littérature et la filmographie de science-fiction, parce que c'est un petit peu ces formes culturelles qui véhiculent ces nouvelles formes, des messages sur ces nouvelles formes sacrées. Mais on a par exemple tout ce qui relève de l'imagerie de synthèse, de la simulation, qui crée des univers virtuels et qui amène à une interrogation, ou qui amène les utilisateurs à s'interroger sur l'essence de la réalité, sur le vrai derrière le semblant. Vous avez des films qui vont de Matrix en passant par Avalon. Je cite plutôt Avalon parce que là on est vraiment plus dans un film qui traite des jeux vidéo et de personnes qui ne savent plus s'ils sont dans la réalité ou dans le jeu vidéo. Et donc, on a là, par exemple, un exemple de formes technologiques qui ont des incidences sur le sacré. Deuxième type d'exemple, ce sont toutes les applications intelligentes qui sont associées aux capacités de traitement de masses de données importantes, avec des systèmes d'information qui sont tels qu'ils autorisent à un moment donné à attribuer une qualité ou une consistance d'entité tierce au dispositif même d'application des règles du jeu. C'est-à-dire que dans les jeux classiques, vous avez des règles du jeu qui s'appliquent aux joueurs entre eux, et les joueurs entre eux déterminent si les règles ont été transgressées, ou bien alors il y a un arbitre qui dit que les règles ont été transgressées. Les nouvelles technologies permettent au fond que ce soit la machine elle-même, l'ordinateur, qui dans les jeux vidéo en particulier disent la règle a été transgressée. Et d'ailleurs c'est même impossible de la transgresser techniquement. Donc l'arbitre devient une machine, c'est une particularité qui entre aussi en résonance avec nos sociétés dans lesquelles de plus en plus les administrations, les institutions finissent par devenir des machines elles aussi. On pourrait trouver quantité de cas de figure d'interrogation du sacré ou de situations où la question du sacré est liée à cette position de tiers de la machine. Je pense par exemple au loto, donc aux pratiques de loterie, dans lesquelles il y a une position importante au fond de la machine qui est un tiers absolu, indifférent aux différents acteurs, et qui donne le résultat au fond sans que les êtres humains aient à interférer dedans. Et ça permet en particulier d'imaginer le rôle du tirage au sort, par exemple, qui est en train d'émerger comme un mode de sélection égalitaire des individus parmi la masse. Un troisième exemple, les technologies de réseau aussi, qui organisent le social selon un modèle beaucoup plus multilatéral, symétrique et réciproque, et qui interroge les modalités classiques de fonctionnement de la société, qui sont davantage bilatérales, dissymétriques et transitives, c'est-à-dire que les technologies de réseau, Internet, les communications réticulaires, fonctionnent de façon différente du livre, de la télévision, de la radio, qui sont beaucoup plus verticales et fonctionnent dans un seul sens.
Donc elle bouscule les formes de médiation qui s'imposent à nos sociétés, qui sont des médiations monothéistes en quelque sorte, parce que pour prendre évidemment le contexte actuel, les candidats à la présidence de la République et demain le futur président de la République interpellent la nation à travers un médium qui est la télévision, qui se caractérise par le fait que vous avez un individu seul qui parle à l'ensemble de la nation. C'est un modèle de communication qui est en phase avec une société dans laquelle nous avons un seul roi, un seul père, une seule mère, un seul conjoint, donc où il y a une espèce de modèle de l'unicité qui est très lié aux sociétés monothéistes. Les médiums réticulaires ou en réseau introduisent une interrogation en quelque sorte de ce fonctionnement qu'on va retrouver dans tout un tas de dispositifs qui sont des dispositifs de jeu pour certains, mais aussi des dispositifs comme les sites de rencontres, par exemple, sites de rencontres en ligne, qui, du coup, télescopent les modèles classiques, par exemple les modèles amoureux, fondés sur le fait qu'on cherche l'âme sœur, quoi. Et même si vous avez des sites comme Mythique qui annoncent que c'est pour trouver l'âme sœur, dans la pratique, les auteurs qui se sont intéressés un petit peu à ces sites montre qu'il y a développement au fond d'une espèce de polygamie séquentielle, voire simultanée, dans le seul fait que le dispositif lui-même nous oblige au fond à garder plusieurs fers au feu et ainsi de suite. Alors, ceci pour montrer que donc il y a une mise en phase des technologies avec l'interrogation d'un certain nombre de modèles qui sont aussi une interrogation des formes du sacré. Alors, je voudrais en conclusion, puisque du coup on est en train de maintenir l'avance et ça nous permettra d'engager la discussion, revenir sur ma question d'origine qui est pourquoi est-ce que Jacques Henriot, qui a fort pertinemment introduit dans son premier ouvrage de 69 cette idée du jeu comme éviction du sacré, pourquoi est-ce qu'il ne la reprend pas, au fond, 20 ans plus tard, quand il développe sa réflexion sur l'attitude ludique? C'est qu'on voit que l'antagonisme qui est ainsi posé entre jeu et sacré n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Le jeu, l'attitude ludique, implique bien une mise en cause du sacré, donc un sacrilège, mais les fils de réflexion là, que je vous ai amenés et puis qui resteraient évidemment à travailler, à l'appui de mon côté d'une approche médiologique, indique également que c'est une interrogation, il y a une interrogation du sacré qui est en elle-même une forme de rapport au sacré. C'est-à-dire qu'elle semble préparer de nouvelles figures du sacré plutôt que la stricte éviction du sacré. Alors ça veut dire qu'il faudrait s'interroger sur qu'est-ce qu'on entend par sacré. Le sacré, c'est quelque chose qui s'impose dans les situations où nous ne sommes plus compréhensibles à nous-mêmes, classiquement face à des figures comme la mort, le sexe, la violence, hein, dans lesquelles il y a une espèce de débordement à la fois du social et de nous-mêmes qui appelle une explication et qui modifie aussi le rapport que nous avons à nous-mêmes. Donc, pour reprendre Henriot, donc, dans son premier ouvrage sur le jeu, page 96, il dit « Devant le sacré, l'esprit s'incline, dans le jeu, il domine ». Donc c'est ça la grande opposition. Mais cette opposition est un petit peu trop tranchée et il faudrait que nous la nuancions parce que s'il est vrai que l'attitude ludique implique d'avoir à avoir un pied dans l'illusion du jeu et un pied dehors pour contrôler un petit peu ce rapport à l'illusion, ce qui me semble, c'est qu'il n'est pas sûr pour autant que le joueur conserve le contrôle de ce faire comme si, qui est le jeu. Henriot lui-même admettait qu'un tel contrôle du comme si, donc de l'illusion du jeu, exprimerait au fond que le joueur maintient une distance telle dans le jeu qu'au fond il ne joue plus. Donc nous avons tous fait nous-mêmes l'expérience de ces moments d'une partie où nous sommes en fait au sens fort pris par le jeu.
nous nous laissons prendre au jeu, c'est-à-dire qu'il y a une bascule dans l'émotion, qui qualifie parfois le mauvais joueur. Donc, comme si, à partir du moment où on bascule, on se laisse prendre au jeu, on n'est plus justement en train de jouer. Et on voit là qu'il y a une espèce d'horizon événementiel ou de limite paradoxale de la situation de jeu, parce que le jeu comporte d'une certaine manière en lui un aspect qui fait que le joueur n'est pas que dans le faire comme si, mais il ne sait pas prévoir ni expliquer souvent quand, pourquoi et comment il perd pied. Donc, et c'est cette limite intéressante qu'il nous faudrait un petit peu travailler, parce qu'à cet endroit, il n'est plus dans le jouant, donc ce troisième niveau qu'introduit Henriot, il est joué, il est pris au jeu. Et donc, dans un jeu à plusieurs, il se découvre souvent d'ailleurs le jouet de l'autre. Donc c'est une limite paradoxale que nous faisons tous l'expérience à un moment donné dans une partie de jeu, parce que tous nous avons été pris, surtout dans les jeux qui sont des jeux à plusieurs, bien entendu, et des jeux qui ont une certaine élaboration, en particulier les jeux de stratégie, où on se dit « Ah ben mince, je me suis fait avoir ». Et cette notion de se faire avoir, c'est-à-dire de devenir au fond l'objet de l'autre, d'être l'avoir de l'autre, c'est une expérience qui n'est pas forcément agréable, mais qui est quand même intéressante. Et l'idée, c'est qu'on pourrait la considérer comme étant hors-jeu, enfin ne pas faire partie du jeu, mais elle fait au contraire partie de ce que l'expérience de jeu amène, qui fait qu'à un moment donné, nous pouvons nous trouver dans une situation de jeu, dans la position non plus de sujet maîtrisant cette situation de jeu, ce qui est le jouant au sens de Henriot, mais dans une position qui est au contraire celle d'objet manipulé, celle où nous découvrons qu'il y avait par exemple un point aveugle ou un angle mort dans notre perception de la situation de jeu, et que c'est cet angle mort qui a été exploité par l'autre joueur ou les autres joueurs. Et cette expérience, évidemment, d'angle mort, elle serait mortelle si précisément ce n'était pas une situation de jeu. Et c'est en quoi, justement, elle fait partie quand même de la situation de jeu. Et je pense que c'est aussi en quoi elle confine à une forme d'expérience du sacré que permet le jeu. Donc vous voyez, l'idée dans ce que j'essayais d'avancer, c'était de réintroduire dans la suite de l'apport conceptuel de Jacques Henriot, l'idée qui serait possible en poursuivant le dépliage qu'il inaugure avec cette triangulation entre jeu, joué et jouant. Donc l'idée qu'on pourrait aller un petit peu plus loin en disant qu'il y a non pas seulement 3 niveaux d'études, mais également un 4e qui serait éventuellement le jouet, ou l'être le jouet de. Et c'est là-dessus qu'on pourrait éventuellement travailler. Voilà, merci. Merci.